Bonjour à tous, c'est Joël Dicker. Je suis très ému parce que c'est la première fois que je fais un Facebook Live de ma vie et je suis en ce moment à Paris pour le lancement de mon nouveau roman qui sort demain, tadam, publicité, L'énigme de la chambre 622. Et donc voilà, j'ai piraté le compte de Cultura, non je plaisante, avec Cultura, nous avions prévu, nous devions nous retrouver avec vous, chers lecteurs, nous devions nous retrouver en librairie. Malheureusement, ce n'est pas possible pour les raisons sanitaires que nous connaissons. Et du coup, je me suis dit et on s'est dit qu'il fallait se rencontrer quand même. Et donc me voilà à travers Facebook, vous êtes déjà quelques-uns, je vous vois, dans ma chambre d'hôtel. Voilà, c'est la découverte pour moi de Facebook Live, de vous parler. N'hésitez pas, vous pouvez laisser des commentaires. Donc peut-être que si vous avez des questions, si vous voulez intervenir, si vous voulez parler, voilà, c'est peut-être aussi le moment de faire un échange. Moi, j'ai fait du bricolage parce que mon iPad tient grâce à une boîte de lunettes, mais je regarde là, voilà, là je vois, je crois que les questions devraient apparaître s'il y en a. Voilà, écoutez, je suis très heureux parce que demain, mon roman sort, L'énigme de la chambre 622, publicité, padam. Demain, ce roman sort, c'est mon 5e roman, et pour la 5e fois, j'ai le trac. J'ai le trac de l'artiste, du musicien qui va jouer devant le public qui l'attend devant la scène. Les rideaux sont tirés, le public est là, ça va commencer dans quelques instants, le rideau va se lever, va être tiré ou se lever, enfin on se lève ou on se tire, ça dépend. Et il va falloir jouer. Et c'est comme ça que je me sens, moi, le jeune auteur, Marianne qui dit bonjour, Anne qui dit bonjour aussi, bonjour à tous, Geoffrey, pardon, le community manager de Cultura qui me dit, donne des consignes. Voilà, pardon. Et donc j'ai un peu le trac. J'ai un peu le trac de ce roman, de me dire, voilà, est-ce que les gens vont l'aimer, est-ce que les lecteurs vont le comprendre. C'est 3 ans de ma vie pendant lesquels j'ai écrit ce roman sans le faire lire, parce que c'est comme ça que je travaille, sans le faire lire à personne, jusqu'à évidemment que je le fasse lire à mon éditeur. Et donc durant ces 3 ans, j'ai beaucoup de doutes. Et voilà, maintenant ces doutes sont là. Alors, je reçois des questions, merci à vous tous pour vos questions. Je me réjouis d'y répondre. J'ai aussi pris note de quelques questions que les libraires m'ont données. Une question très importante, travaillez-vous déjà sur un nouveau roman? Alors non, celui-là n'est pas encore paru. Donc voilà, ce livre-là sort demain. Lisez-le tranquillement. Et puis moi, je vais m'y mettre, je vais me remettre à écrire assez vite. Mais quand un roman est terminé, j'ai besoin aussi d'une petite période de temps pour que ce roman parte, pour oublier un peu les personnages. Ça a été 3 ans de ma vie pendant lesquels les personnages étaient avec moi, j'ai vécu avec eux, ils étaient comme de la famille, hein, et l'intrigue aussi, et le décor aussi. Donc évidemment, une fois qu'un roman est terminé, il faut un peu de temps. Mais ça, je vous en parlerai avant, car j'ai reçu des consignes. Eric, bonjour Eric, merci à vous. Bonjour Catherine, Catherine, bonjour Françoise, bonjour à tous. Avant tout, j'ai reçu une consigne, celle de vous lire un bout de ce roman. Donc je vais vous lire la fin et vous dire qui est le meurtrier. Non, je plaisante. Je vais vous lire le prologue. Pour 2 raisons. D'abord parce qu'il est court et que je lis très mal, donc je vais abréger vos souffrances. Non, et 2, parce que, pourquoi le prologue? Parce que j'écris mon roman sans plan. Je le dis pas pour vous expliquer ici comment est-ce que je travaille. Je travaille vraiment sans plan, c'est-à-dire que le premier élément qui est important pour moi pour écrire un livre, c'est l'envie. Il faut avoir envie, il faut que l'envie du roman soit plus forte que tout, parce que vous vous dites, bon, je me prépare à passer 2-3 ans sur un texte. Donc, plus fort que l'intrigue, plus fort que l'idée, plus fort que l'intrigue de départ du roman que je ne connais pas encore quand je m'y mets, c'est l'envie. C'est une envie qui me prend et je me dis, j'ai vraiment envie d'écrire un livre, de raconter une histoire, mais de raconter une histoire à qui? À moi avant tout, hein, de passer quelque temps dans un autre monde. Parce que si je suis auteur, c'est que je suis lecteur,
J'aime écrire et j'ai eu envie d'écrire parce que j'aime lire. Et pour moi, lire, c'est m'échapper. On est chez soi, on est dans le bus, dans le métro. Enfin, à l'époque, on prenait le bus ou le métro. On le reprend maintenant. Mais on est ailleurs et puis le roman vous emmène dans un autre monde. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. C'est quelque chose que j'ai eu envie de retrouver avec l'écriture. Mais j'avais envie d'une écriture qui soit une écriture de plaisir. Et c'est pour ça, cette longue phrase pour vous dire que je commence le roman tel que vous le lisez. Et ce roman-là, je l'ai commencé en me disant, il va y avoir un meurtre, ça va se passer en Suisse. J'ai imaginé tout de suite un paysage en Suisse de montagnes, de neige. J'ai eu envie d'un palace où on se sente bien. C'est confortable, il y a la cheminée, il fait froid dehors mais chaud dedans, on est bien. Et puis c'était aussi une atmosphère des romans de Agatha Christie que j'ai découvert très tard. Ça fait que 2 ou 3 ans. Alors je connaissais évidemment son œuvre, j'avais lu quelques-uns de ses livres, mais elle a toute une œuvre assez extraordinaire, je dois dire, qui est pour moi une œuvre qui me marque beaucoup dans les ambiances. Où au fond, c'est pas tellement l'intrigue qui est l'élément le plus important pour moi, c'est pas tellement de savoir qui est le meurtrier et quelle est la fin, mais c'est de me dire qu'est-ce qui va se passer dans cette atmosphère. Hein. J'ai envie de me retrouver là. Donc tout ça pour vous dire que j'ai commencé avec cette envie d'un palace qui se réveille. C'est un matin de neige, un matin du mois de décembre, le 16 décembre, c'est un dimanche. Il a neigé, l'hôtel dort encore, et il y a un meurtre. C'est comme ça que ça commence. Le jour du meurtre, dimanche 16 décembre. Il était 6h30 du matin. Le palace de Verbier était plongé dans l'obscurité. Dehors, il faisait encore nuit noire et il neigeait abondamment. Au 6e étage, les portes de l'ascenseur de service s'ouvrirent. Un employé de l'hôtel apparut avec un plateau de petit déjeuner et se dirigea vers la chambre 622. En y arrivant, il se rendit compte que la porte était entr'ouverte. De la lumière filtrait par l'interstice. Il s'annonça, mais n'obtint aucune réponse. Il prit finalement la liberté d'entrer, supposant que la porte avait été ouverte à son intention. Ce qu'il découvrit lui arracha un hurlement. Il s'enfuit pour aller alerter ses collègues et appeler les secours. À mesure que la nouvelle se propagea à travers le palace, les lumières s'allumèrent à tous les étages. Un cadavre gisait sur la moquette de la chambre 622. La suite en 650 pages. L'énigme de la chambre 622, voilà. C'est le début du livre et c'est comme ça que j'ai commencé ce roman, avec envie de raconter une histoire qui se passe dans la montagne. Alors ensuite, je l'ai développé évidemment ensuite pour raconter l'intrigue en 2 mots. C'est un romancier à Genève, ça se passe maintenant. Romancier à Genève qui vit une période un peu difficile parce que son éditeur est décédé et sa copine l'a largué. Alors il n'est pas de très bonne humeur, il est un peu triste, il décide de partir à la montagne et il décide d'aller à Verbier, se reposer pour quelques jours. Il arrive à Verbier, on le conduit dans sa chambre au 6e étage, il a la chambre 623 et un employé de l'hôtel le précède et il passe devant les portes des chambres et l'écrivain voit chambre 620, 621, 621 bis, 623. 623 c'est sa chambre, il s'installe dedans. Il est étonné de cette chambre 621 bis, il trouve que ça sonne un peu étrange. Il demande à l'employé, mais pourquoi 621 bis? L'employé lui dit, je ne sais pas, et il s'en va. Et l'écrivain, qui est un emmerdeur, décide de ne pas se contenter de la réponse de cet employé, et puis alors, il va dans le couloir, il fait le tour du couloir, et il n'y a pas d'autre chambre 621 bis, ou pas d'autre chambre bis. 621 bis est une chambre unique. Alors ça commence à le travailler. Et c'est en commençant à gratter un peu qu'il va se rendre compte que dans cette chambre 621 bis, était avant, ou à la place de la chambre 621 bis, était avant la chambre 622, qui a été le lieu d'un meurtre. Des années auparavant, un meurtre a eu lieu. Et du coup, le meurtre n'ayant jamais été résolu, le propriétaire de l'hôtel a décidé de transformer cette chambre 622 en chambre 621 bis, par superstition. Mais l'écrivain ne peut pas s'empêcher d'aller enquêter pour découvrir ce qui s'est passé. Il va évidemment résoudre l'enquête, bravo l'écrivain. Et puis c'est une enquête qui va le mener essentiellement à Genève, dans une grande banque privée, dans laquelle des années auparavant se passe un chamboulement très important. C'est la banque Ebesner à Genève.
Et dans cette banque, qui est dans la famille Ebezner depuis 300 ans, on s'est passé de père en fils les rênes de la banque. C'est patriarcal, c'était comme ça. Et puis voilà que Abel Ebezner décède, un vieux monsieur. Tout le monde évidemment imagine que c'est son fils, Macaire, qui va devenir le président de la banque. C'est la logique. Mais voilà que Abel, dans son testament, décide que ce ne sera pas Macaire, son fils, qui sera le président, mais quelqu'un nommé pour son mérite, pas pour son nom, et qui sera élu par le conseil. Alors c'est là, quand ça commence comme ça, on commence le roman une semaine avant le meurtre. Le meurtre aura lieu au Palace de Verbier, dans lequel la banque doit avoir son grand événement annuel, au cours duquel le président sera élu. Donc on comprend bien que ce roman va nous emmener à travers la banque à Genève, jusque dans le palace, à travers tous ces personnages qui vont essayer de se bagarrer dans les coulisses pour savoir qui sera élu président. Et bien sûr, paf, un meurtre, et tout est chamboulé. Je ne vous en dis pas plus. Merci pour vos commentaires. Ça sort demain. Voilà, il y a des Suisses, des compatriotes qui peuvent déjà l'acheter, qui l'ont déjà eu en Suisse, et d'autres qui sont en train de le lire, et d'autres, ça sort demain. Alors, c'est un roman qui parle aussi, et c'est de ça dont je voulais vous parler, c'est un roman qui parle aussi d'un homme très important pour moi, Bernard de Fallois, mon éditeur. C'est un roman particulier parce que, donc c'est un roman, hein, c'est de la fiction. Toute l'histoire de l'énigme, de la chambre 122, de tout ce qui se passe, c'est de la fiction. Par contre, il y a au milieu de cette fiction quelques moments de récit, et ces moments, ce sont des moments dans lesquels j'ai voulu raconter ma relation très particulière avec mon éditeur, Bernard de Fallois, qui est l'homme qui me permet d'être là en train de vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire l'homme qui a fait de moi un écrivain. Bernard de Fallois, et ça c'est une histoire vraie hein, que je raconte, c'est peut-être la particularité de ce livre, c'est que c'est un roman mais dans lequel il y a quelques moments de récit qui là sont des vrais moments, la véritable histoire de Bernard et de moi et de tout ce qu'il a fait pour moi. Bernard, je le rencontre, tout ça est dans le livre, hein, je ne vais pas en dire trop, mais Bernard, je le rencontre en 2011. À ce moment-là, j'essaye de faire paraître mon roman Les derniers jours de nos pères, que beaucoup d'autres éditeurs en Suisse et en France ont lu, que tous ceux qui l'ont lu ont refusé. Et je rencontre, par le hasard de la vie, Bernard de Fallois, qui lui est déjà un assez vieux monsieur, il a 86 ans, et il est éditeur à Paris, c'est le grand Bernard de Fallois, c'est un éditeur très célèbre pour la carrière qu'il a eue, qui a été éditeur des plus grands. Et Bernard de Fallois, pendant 1h30, m'explique qu'il ne fera pas paraître mon roman « Les derniers jours de nos pères » parce que ça ne lui plaît pas, parce qu'il n'y croit pas, parce que voilà, c'est comme ça. Et je sors de ce rendez-vous à Paris, j'étais venu à Paris le voir, j'avais une cravate, c'était un moment pour moi, la première fois que je rencontrais un éditeur, et j'étais évidemment très, très stressé, très ému, et j'avais préparé des arguments pour défendre mon livre, et lui il balaye tout ça, il me dit « je ne vous publierai pas ». Et je pars de ce rendez-vous, c'était au mois de juillet à Paris, juillet 2011. Je pars de ce rendez-vous, je suis très triste, je suis très blessé. Je suis blessé évidemment parce qu'il ne veut pas faire paraître mon livre, mais je suis surtout très triste parce que je me dis, ma carrière est foutue. Bernard de Fallois était le seul éditeur que je n'avais pas contacté encore. Et donc si même lui ne veut pas faire paraître mon roman Les derniers jours de nos pères, ça veut dire que personne ne voudra le faire paraître. Et je me dis peut-être qu'il vaut mieux que j'arrête. Il vaut mieux que j'arrête mes livres parce que ça fait déjà quelques années que j'écris des romans que personne ne veut éditer, que personne ne veut lire. Je n'arrive pas à m'empêcher en même temps. Je veux écrire parce que j'ai cette passion. Et en même temps, à chaque fois, j'écris un roman, il est refusé. Il y a cette déception qui vient à chaque fois. Et il faut dire qu'à ce moment-là, Les derniers jours de nos pères, c'est mon 5e roman. J'ai écrit avant ça 5 romans, tous refusés par tous les éditeurs à qui je les ai envoyés. Les derniers jours de nos pères, je me dis, bon, bah, celui-là, voilà, j'essaye, après, fini. Et tout le monde le refuse, même Bernard de Fallois. Et donc là, je suis vraiment très déçu, très triste. Voilà, je me dis, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Je ne serai jamais un écrivain. Je me dis quand même, dans le désespoir du moment, j'écris un email à Bernard dans lequel je lui envoie une longue bibliographie de tous les livres qui parlent du SOE, donc Les derniers jours de nos pères en 2 mots, c'est un roman qui se passe pendant la guerre, 39-45,
dans lequel je raconte comment les services secrets anglais ont créé une branche spéciale qui s'appelle le SOE, Special Operations Executive. Et le SOE a formé des agents de toute l'Europe, même du monde entier, de façon absolument incroyable. Et alors moi, je me concentre dans le livre sur les Français. Ils embarquent des Français en France, ils les emmènent en Angleterre, ils les exfiltrent en Angleterre. Et puis là, pendant quelques mois, ils les entraînent dans une improvisation totale. Ils les entraînent au combat avec des armes, à main nue, au saut en parachute, avec des techniques complètement folles. Comme ils n'ont pas beaucoup de temps parce qu'ils doivent renvoyer ces jeunes gens en Europe occupée, ils les forment à la va-vite. Et les parachutes, donc ils accrochent un fil de métal au sac des gens qui sautent. Et comme ça, quand le sac est à la bonne hauteur, le fil tire sur le parachute et il s'ouvre. Enfin, des choses complètement folles qui sont vraies. Hein. Tout ça pour pouvoir former des gens issus notamment de la société civile française qui seront formés en Angleterre et renvoyés en France. Pourquoi? Parce qu'il faut bien se rendre compte que pendant la guerre, les différences, le vécu dans les sociétés était très important. C'est-à-dire qu'un Français qui vivait l'occupation avait une façon de vivre qu'un Anglais, même qui parlait français très bien, ou même originaire de France, ou qui était de langue maternelle française, mais qui n'habitait plus en France depuis très longtemps, ne pouvait pas se rendre compte. Et à ce moment-là, c'était votre façon de parler, ou ce que vous demandiez, si vous demandiez du sucre alors qu'on n'en avait pas, ou du café alors qu'on n'en avait pas, ça pouvait éveiller des soupçons et vous faire prendre. Et donc c'est une histoire complètement incroyable et complètement folle, qui est une vraie histoire. Moi j'ai écrit Les Derniers Jours de nos pères, c'est un roman historique, c'est-à-dire que toute la partie historique est vraie, mais la partie, les personnages sont inventés. Je l'ai fait comme ça parce que je trouvais difficile de prêter des pensées et des paroles à des gens qui avaient vraiment vécu toute cette vie incroyable. Et donc, tout ça pour vous dire que Bernard n'y croit pas, et donc je lui envoie une bibliographie avec des livres qui parlent du SOE, et Bernard a été convaincu, et c'est comme ça que, en janvier 2012, mon premier roman, Les Derniers Jours de nos pères, sort aux éditions de Fallois, et j'avais espéré que ce roman marche, comme n'importe qui. Un jeune auteur, vous voyez, votre premier livre qui sort, vous vous dites, j'espère que voilà, qu'il sera dans les magasins, que les gens vont acheter ce livre, dans les vitrines. Et évidemment, le roman sort, il passe plus ou moins inaperçu. On en vend 200, dont ma grand-mère a dû en acheter 195, plus mes cousins et mes deux parents 200. Non, mais c'est à peu près ça. Hein. Et du coup, grosse déception, en tout cas pour moi, parce que je me suis dit, bon, je vais pas, voilà, c'est pas un grand succès, qu'est-ce que je vais faire? Et j'avais à ce moment-là, puisqu'il m'avait fallu tout ce temps-là pour que ce roman paraisse, j'avais à ce moment-là, je venais de terminer un nouveau roman dont j'avais décidé qu'il ne paraîtrait jamais, vu que Les Derniers Jours de nos pères, c'était pas vendu extraordinairement bien, et je me disais tout ça pour ça, ce qui n'est pas une bonne raison. Hein. J'avais terminé un roman dont je me suis dit qu'il ne paraîtrait jamais, et que j'allais le jeter à la poubelle, et ce roman était intitulé « La vérité sur l'affaire Harry Kéber ». Pardon, je bois une goutte de café. Et j'en profite pour lire vos messages, et merci beaucoup. Alors je fais une parenthèse, parce que d'abord je vois des messages concernant Les Derniers Jours de nos pères, qu'on me demande si on peut le trouver en librairie, évidemment, aux éditions de Fallois. Tous mes romans sont édités aux éditions de Fallois, on peut tous les trouver en librairie. Merci pour ceux qui ont lu ce roman et qui l'aiment beaucoup. On me parle des rendez-vous qu'on devait avoir. Hein. Je vous avais fixé des rendez-vous en librairie, notamment chez Cultura. Ces rendez-vous, pour le moment, ne peuvent pas avoir lieu, évidemment, parce que la situation sanitaire ne le permet pas et qu'il faudra attendre des jours un peu meilleurs. J'espère que ce sera prochainement, mais on ne peut pas le prévoir encore. Pour l'instant, il faut faire attention, respecter les gestes, porter des masques, c'est important quand vous sortez, lavez-vous bien les mains, évitez, voilà, si vous n'êtes pas bien, restez chez vous. Faites attention, on sort maintenant tout doucement de 2 mois très difficiles. La responsabilité de ne pas subir une deuxième vague, je crois qu'elle est en grande partie entre nos mains. Donc s'il vous plaît, faites attention à vous et faites attention à votre comportement. Je vous disais que l'affaire Harry Kéber, je vois des commentaires qui me font reprendre le fil de ma discussion. L'affaire Harry Kéber, je voulais le mettre à la poubelle. C'était sans compter sur Bernard de Fallois qui m'a demandé de le lire. Au début, je ne voulais pas. Je dis, mais non, c'est mauvais, vous n'allez pas aimer.
il l'a lu, il l'a aimé, il m'a dit qu'il voulait le faire paraître et j'ai refusé. Et il a insisté pendant quelques mois. Et puis, au final, ce roman est paru. Et toute cette aventure avec Bernard de Fallois, tout ce que je vous raconte là, c'est dans ce roman. Donc, L'énigme de la chambre 622 est un roman dans lequel il y a une enquête, il y a un meurtre, etc. Mais c'est aussi un roman dans lequel je rends hommage à Bernard de Fallois en racontant toute l'aventure, tout ce que je vous ai raconté là. Et ensuite, Harry Quebert, le succès, le cinéma, la série télé, comment on a fait une série télé, comment il y avait des histoires complètement folles où il a dit non à des gens incroyables. Enfin, c'est assez fou. Bernard est un homme incroyable. Et voilà. L'énigme de la chambre 622 devait sortir pendant le confinement. Il y a eu le confinement, du coup, il sort que maintenant, demain, le 27 mai. Du coup, pendant le confinement, vous avez peut-être lu. Et je profite pour aussi, pardon, l'esprit en escalier, pour vous faire part d'une lecture, de quelques lectures qui m'ont passablement plu, que j'ai pu lire pendant le confinement ou juste maintenant. Un premier livre, c'est 1793, chez Sonatine, d'un auteur qui s'appelait Niklas Dag Ortnag. Pardon, je crois que à chaque fois, je massacre son nom. Je le respecte énormément. Il est suédois et il a écrit un livre assez extraordinaire qui se passe en 1793 dans une Stockholm toute sale et puante. Et c'est une forme d'enquête policière, mais surtout une plongée dans la Stockholm de la fin du XVIIIe siècle. On sent les odeurs, c'est un livre très fort qui m'a beaucoup fait penser au parfum de Susskind. Et ça, c'est un livre qui m'a vraiment frappé fort. Et deux très très bons livres que j'ai lus récemment. La soustraction des possibles de Joseph Incardona, qui se passe à Genève, qui est édité chez Finitude, et un super bouquin d'un copain suisse genevois, Florian Aiglin. Son livre s'appelle Représailles, édition de la Baconnière, et c'est assez dingue, ça se passe en Corse. Une famille qui se fait poursuivre par des brigands en Corse, et puis le père qui devient complètement fou, qui bastonne les types, et puis voilà, un engrenage de violence. Voilà. Je continue de voir vos messages. Le livre donc sort demain pour répondre à quelques questions que je vois. Le livre sort demain en France et en Belgique. Il est sorti la semaine dernière en Suisse. Donc demain, 27 mai, France, Belgique et Canada. Je me réjouis beaucoup. Il n'y a pas de tournée pour l'instant parce que les librairies sont encore, et le monde entier est encore en semi-confinement. Donc on doit faire attention à ce qu'on fait. Donc là, la tournée est reportée. Quelques questions. Alors je vois voilà, des mentions des livres que j'ai beaucoup aimés. La promesse de l'aube, Paco nous en parle, qui est un de mes livres de chevet. Si c'est un homme de Primo Levi, livre absolument extraordinaire à lire et à relire. On me dit que Le parfum de Susskind est un très grand livre, un livre super. C'est absolument vrai aussi. Je voulais... Alors qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? C'est la chambre 622. Et derrière cette porte, il y a ce chef-d'œuvre, L'énigme de la chambre 622, qui sort demain. Oui, on m'a demandé de vous montrer cette magnifique couverture. Et au passage, je profite parce que c'est la première fois que je fais un Facebook Live, donc je peux parler autant que je veux, je peux vous casser les pieds pendant des heures, personne ne m'interrompt. Non, je plaisante, je ne vais pas vous retenir trop longtemps, même si voilà, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Je vous ai parlé du livre, donc un petit peu de l'intrigue, de l'écriture de ce livre que j'ai écrit comme tous mes romans sans plan. Donc voilà, c'est ce qui me plaît aussi beaucoup, et je vous le disais avant, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer dans le livre, c'est de découvrir au fur et à mesure du roman ce qui se passe. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que si j'avais un plan, si j'écrivais par avance tout ce qui allait se passer dans le roman et que je connaissais le début, le milieu et la fin, je me dirais, mais à quoi bon écrire ce livre dont je sais déjà comment il se finit? Je ne verrais pas l'intérêt. Moi, ce qui me plaît, c'est me réveiller le matin en me disant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Et donc ça pour moi, c'est le guide, parce que vous savez, on parle souvent du succès. Et on me dit, ah, le succès, mais qu'est-ce que c'est le succès? Le succès, évidemment, c'est le livre, c'est les lecteurs, c'est le nombre de livres qu'on vend. Évidemment que c'est important, évidemment que c'est pour moi un plaisir et un honneur immense d'être lu et de pouvoir vous retrouver ensuite et de partager, d'être là à vous parler et d'avoir autant de monde en ligne et de pouvoir parler de mon livre. C'est un privilège et un honneur immense. Mais le succès, ça c'est le succès que je ne maîtrise pas. Je ne peux pas définir par avance combien de gens vont lire, est-ce que les lecteurs vont aimer, est-ce que les lecteurs ne vont pas aimer, est-ce que la critique va aimer. Je ne peux pas le prédire.
Et donc pour moi, le succès, c'est le plaisir. Le succès, il est défini par le succès d'un roman, le succès de ce roman, il est défini par les 2 à 3 ans que je vais passer à écrire ce livre tout seul, sans le partager avec personne, et à me lever tous les matins, à reprendre ce livre, et avoir le plaisir à me dire, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le livre? Qu'est-ce qui va se passer? Et ça, pour moi, c'est l'élément le plus important. Le succès du livre, pour moi, voilà, c'est quand j'ai terminé le manuscrit et que j'ai passé 2 ou 3 ans vraiment de plaisir à m'amuser et que j'ai eu voilà, ces 2 ou 3 ans de bonheur pour moi, et ben ça, c'est un succès. Après, il y a une deuxième vie qui commence pour ce livre. Et cette deuxième vie, elle commence demain et elle est entre vos mains. Voilà, c'est vous, lecteurs, qui l'aimerez ou qui le lirez ou peut-être pas, ou les journalistes, on en parlera ou peut-être pas. Mais ça, ce succès-là, il ne dépend pas de moi. Et donc, je ne peux pas lier le succès commercial du livre au plaisir que j'ai pu avoir à écrire ce livre. Donc, je dois vraiment séparer ces 2 éléments et faire une séparation très claire. Donc, pour moi, ce livre a été un immense plaisir à écrire. Il m'a permis, il se passe à Genève, c'est le premier roman, le premier de mes romans qui se passe à Genève, chez moi. J'avais immensément envie de parler de Genève. Mes précédents romans se passaient aux États-Unis, qui est un pays que je connais très bien. Je connais très bien la côte Est parce que j'ai passé tous mes étés enfants sur la côte Est, donc je peux la raconter avec beaucoup de facilité. Ça me permettait aussi d'avoir une forme de distance entre l'endroit où j'écris, à Genève en Suisse, et l'endroit où se déroule le roman. Et puis je me suis dit qu'il était temps de passer un cap, et qu'il était temps de partager avec vous, mes chers amis, Genève, la ville dans laquelle je vis, une ville que j'adore, et qui est au cœur de ce livre. Ce livre, donc c'est une histoire à propos de Bernard, c'est une enquête aussi, c'est une fiction, et puis c'est un hommage à Genève, à la Suisse, à ce pays que j'aime énormément, où j'ai essayé du mieux que possible de vous raconter pourquoi j'aime cette ville, pourquoi elle est tellement belle. Et avec cette couverture, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer avant, qui représente à la fois les Alpes d'un côté, et puis Genève et son jet d'eau, qui a été fait par un artiste et un ami que j'aime beaucoup, qui s'appelle Brandon Kidwell, et qui habite en Floride. Voilà, ainsi est faite la vie. Il n'a jamais mis les pieds à Genève. J'ai quelques questions ici que je vais prendre. Est-ce que j'écris tous les jours? Oui, j'écris tous les jours, autant que possible. Je vais dans mon bureau, j'écris. On me dit souvent que je suis un écrivain discipliné. Mais discipliné, qu'est-ce que ça veut dire pour moi être discipliné? Ça veut dire arriver à ne pas écrire tout le temps. Ça veut dire arriver à un moment donné à laisser le livre et à écrire, et à laisser le livre, à laisser les personnages, à laisser le roman et à rejoindre le monde des vivants, le monde de la réalité. Est-ce que j'ai des conseils? Je prends quelques questions avant de vous laisser, mes chers amis. Est-ce que j'ai des conseils pour un jeune écrivain pour écrire un roman policier? Difficile de donner des conseils parce que j'ai l'impression que chaque auteur a sa façon de faire, a son savoir-faire, a cette façon de travailler qui lui convient à lui. Mais pour moi, si je peux me permettre de donner un conseil, c'est ce qui est important, c'est l'envie. Avoir envie de raconter une histoire, c'est l'élément, je le disais avant, le plus important, et c'est ça qui vous permettra d'aller au bout de votre travail. Qu'est-ce qui me passionne dans les enquêtes, pardon? Je ne sais pas si c'est les enquêtes qui me passionnent, ou si c'est l'enquête dans mes romans qui est le ciment dans l'histoire. Hein. C'est-à-dire qu'avec une enquête, dans des romans où il y a beaucoup de personnages et beaucoup d'histoires de vie et beaucoup de gens ensemble, l'enquête, elle permet de cimenter tous ces personnages qui peut-être sinon n'auraient pas vraiment de raison d'être ensemble. Et donc ça permet de mettre plusieurs histoires ensemble et d'avoir pas seulement un fil rouge, mais je dirais une corde à laquelle tout le monde tire ensemble. Alors beaucoup me demandent mon prochain livre. Et mon prochain livre, c'est l'énigme de la chambre 622 qui ne sort que demain. Laissez-moi un peu de répit pour écrire le prochain. Est-ce que j'ai gardé mes livres non publiés? Oui, évidemment, je les garde. Je ne pense pas les publier prochainement parce que je ne vois pas l'intérêt. Mais je les garde parce que c'est des livres qui ont existé quand même. Est-ce que ce dernier livre a la même intensité que Harry Kéber, me demande-t-on? C'est Yves qui demande ça.
Yves, difficile d'en parler moi, mais effectivement, les gens qui l'ont lu pour le moment ont souvent parlé d'un Harry Kéber à Genève. Donc voilà, je vous laisserai lire pour vous faire une idée. Et quel est mon parcours d'études? Mon parcours d'études, j'ai fait du droit. Donc je suis né à Genève, j'ai fait mon lycée à Genève. Ensuite, je suis venu à Paris un an où j'ai suivi les cours Florent sans grand succès. Donc je suis rentré en Suisse. J'ai suivi des études de droit à la suite desquelles j'ai travaillé comme attaché parlementaire au Parlement constitutionnel du canton de Genève pendant 2 ans. Et pendant ces 2 ans, j'ai écrit Harry Kéber qui est sorti en 2012. Voilà, chers amis, merci beaucoup, merci à tous. Voilà, je lis vos messages, beaucoup de remerciements, ça me touche beaucoup. Et je voulais, avant de vous laisser ici, je voulais vous dire comment ça me touche à la veille de l'apparition de ce livre. Je vous le montre comme ça parce que je l'aime bien, c'est mon bébé. Hein. À la veille de l'apparition de ce livre, je voulais vous dire comment ça me touche. Depuis maintenant 8 ans, depuis 2012, depuis l'apparition des derniers jours de nos pères, vous êtes fidèles, vous me suivez, vous me voyez grandir aussi. J'avais 26 ans quand les derniers jours de nos pères sont parus, je vais en avoir 35 le mois prochain. Ce sont des années importantes qui comptent, dans lesquelles on grandit, on se découvre. Merci d'être à mes côtés, du monde entier. Et je vois là des messages de tout le monde, de Tunis, de Suisse, de France, d'Italie, d'Espagne. Merci, je vous dois beaucoup. Alors voilà, merci pour tout. Bonne lecture, j'espère que ce livre vous plaira. Je me réjouis beaucoup que la vie reprenne son cours comme avant, ou autant que possible comme avant, pouvoir retourner dans les librairies pour des dédicaces et vous retrouver dans des dédicaces. En attendant, prenez soin de vous, soyez prudents, prenez soin de vous et de vos proches, respectez les gestes barrières, on répète le masque autant que possible, on se lave les mains et on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de deuxième vague de Covid pour se retrouver très vite. Bon après-midi à tous, je vous embrasse fort, à bientôt, au revoir.